Bonjour à toutes et à tous. C'était pour le test. Voilà. Bienvenue à ce séminaire économique concernant les sondages, mythes et réalités, présenté aujourd'hui par Monsieur Guillaume Osier, chef de l'unité conditions de vie au Statec. Ce séminaire tentera de lever certaines idées reçues autour de la réalisation des sondages et détaillera les enjeux présents et futurs de ce secteur, notamment le déclin de la participation aux enquêtes, l'émergence de nouvelles sources de données ou encore la protection du secret statistique. Ce séminaire est organisé dans le cadre de la 13e édition du colloque international francophone sur les sondages. Organisé conjointement par la Société française de statistique, l'Université du Luxembourg, le Statec et la Société luxembourgeoise de statistique, cette rencontre scientifique se déroulera du 5 au 8 novembre 2024 sur le campus de l'Université de Luxembourg à Esch-Belval. Si vous avez des questions ou commentaires, merci de bien vouloir les poser à la fin de la présentation à l'oral ou à l'écrit si vous êtes à la maison. Et merci de bien vouloir muter vos micros pendant la présentation. Guillaume, c'est à toi. Merci beaucoup, Johanna, et bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce séminaire. Donc, comme Johanna vient de l'indiquer, je vais essayer, au cours de ce séminaire, de débunker, pour employer un terme un peu moderne, ce que l'on entend habituellement, aussi bien dans les médias que de manière générale, sur les sondages, avec un objectif, je dirais, de tenter de rendre, de replacer les sondages dans la réalité, c'est-à-dire de ne pas en faire à la fois une science infaillible, mais également de ne pas les salir et d'en faire quelque chose qui ne serait pas sérieux ou pas crédible. L'objectif, c'est véritablement d'avoir cette vision, cette présentation objective sur la discipline avec ses forces et ses faiblesses. Donc, voilà le plan que j'ai prévu de suivre. Donc, je vais commencer par une partie introductive dans laquelle, via quelques revues de presse, je tenterai de vous convaincre. Ah, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a d'autres... Normalement, je pense que c'est parce que ça devrait être bon. Ah, je vous entends bien, voilà. C'est bon, avec Albert. Merci. Donc, voilà, donc je vais tenter de vous convaincre qu'en fait, les sondages sont présents partout, y compris dans des lieux où on ne s'attend pas à les trouver. Ensuite, dans un deuxième temps, j'évoquerai la situation luxembourgeoise qui est à la fois un pays finalement extrêmement sondagé, enquêté, et qui est évidemment, comme chacun sait, un pays de petite taille. Donc c'est un pays où finalement on va retrouver, par rapport à sa taille, un très très grand nombre de sondages. Ensuite, dans une troisième partie, donc j'évoquerai, j'arriverai au sujet de cette présentation, à savoir les mythes et les réalités. Alors, j'en ai sélectionné 5 que vous pouvez voir à l'écran. Bon, c'est une sélection, voilà, c'est un choix personnel. Il y a sûrement d'autres points que j'aurais pu évoquer. Mais voilà, les points que vous voyez à l'écran m'ont paru être suffisamment pertinents pour devoir être traités et présentés au cours de ce séminaire. Et je conclurai avec quelques remarques sur un petit peu l'avenir des sondages et je vous prépare un peu de mon sentiment sur cette question. Voilà, alors on va commencer avec l'introduction. Donc, quand on parle de sondage, alors au-delà, je dirais, du sondage géologique que tout le monde connaît, un sondage pour le grand public, c'est aussi ce que vous voyez à l'écran. Bon, c'est-à-dire des titres de journaux qui finalement reprennent en fait des résultats d'enquête. Donc vous voyez, les Luxembourgeois veulent télétravailler, les résidents se sentent sous-estimés, voilà, les Luxembourgeois aiment l'Europe, et plein d'autres choses. Hein. Donc toutes les personnes parmi vous qui lisent l'Essentiel ou d'autres médias, un jour ou l'autre, croiseront des résultats de sondage.
Donc, par ce truchement, les sondages sont finalement un peu rentrés dans la vie quotidienne des personnes et occupent aujourd'hui une place, on va dire, finalement assez importante. Enfin, on trouve maintenant vraiment des titres de journaux qui sont en fait des résultats de sondages. Alors, de quel sondage s'agit-il ici? Bon, ça va être essentiellement des sondages d'opinion qui vont traiter de thématiques politiques. On va vous demander si vous aimez tel ou tel homme ou femme politique, de thématiques économiques, voire de thématiques sociétales. On va par exemple vous demander si vous êtes d'accord avec telle ou telle réforme à caractère sociétal. Néanmoins, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces sondages d'opinion ne sont qu'une toute petite partie, je dirais, de l'iceberg qui est constitué par ces enquêtes, en fait. Et on va trouver, au-delà de ça, bien au-delà de ça, je dirais même, des sondages qui sont abondamment employés par des organismes étatiques ou reconnus par l'État pour produire des indicateurs socio-économiques, des indicateurs importants, des indicateurs clés, dans tout un éventail de domaines. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, mais en fait, la liste est extrêmement longue. Hein. Donc, et dans tous ces domaines, vous allez trouver, grâce à des sondages, finalement, vous allez croiser des indicateurs statistiques qui vont vous décrire la situation économique, la situation financière, la situation touristique, l'état de santé de la population, voire bien d'autres choses. Et ça aussi, ce sont des sondages. Hein. Donc, c'est finalement la même classe d'enquête, mais évidemment, ça je reviendrai dessus plus tard dans la présentation, leur méthodologie n'est pas la même, c'est clair, mais cela reste malgré tout, on peut les qualifier de sondages. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est en ça que en fait, on trouve des sondages dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on va aussi trouver des sondages en arrière-plan. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, ce sont des sondages visibles, mais si vous prenez des agrégats macroéconomiques tels le produit intérieur brut ou l'indice des prix à la consommation, ce sont des statistiques complexes qui mobilisent pour leur construction toute une série d'informations statistiques de différentes sources. Et parmi ces informations statistiques, vous allez trouver des sondages aussi. Alors, il n'y aura pas que des sondages, bien entendu, il y aura d'autres choses. Mais les sondages constituent une brique dans le mur de ces indicateurs macroéconomiques qui sont finalement des indicateurs centraux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? C'est que les sondages sont omniprésents, en fait, que ce soit de manière visible, que ce soit de manière cachée. Quel que soit le domaine, vous allez trouver des sondages. Alors ici, je vous ai mis quelques coupures de presse qui finalement reprennent des résultats, là encore, de sondages socio-économiques, donc qui sont alors ici réalisés par le Statec, notamment alors ici, alors il s'agit des résultats de l'enquête SILC du Statec sur les revenus et les conditions de vie. Donc qui traite des problèmes de difficultés économiques et de privation matérielle. Et ce sont, là encore, des données qui proviennent d'une enquête. Bon, idem ici, vous avez un autre exemple d'une infographie qui avait été publiée cette année, donc en 2024 par le Statec, au sujet de l'usage d'Internet et qui là aussi est le résultat du traitement et de l'exploitation de données issues de sondages. Un autre exemple, qui lui ne vient pas du Statec, mais de la Banque centrale de Luxembourg, qui présente en fait les résultats de l'enquête réalisée par la Banque centrale sur la confiance des consommateurs. Alors, dans cet exemple ici, on va monter un cran plus haut parce qu'on va arriver à la Banque centrale européenne, donc un organisme supranational qui va lui aussi exploiter des données de sondage pour sa politique monétaire. Donc on est
j'insiste bien, on est sur des domaines extrêmement importants du point de vue politique. Là, il s'agit véritablement d'aspects économiques, financiers, voire monétaires. Donc ici, il s'agit de l'enquête sur les accès au financement des entreprises. C'est une enquête qui est réalisée de mémoire 2 fois par an et qui permet d'évaluer, alors c'est une enquête auprès des entreprises, pas auprès des ménages, et elle permet d'évaluer les difficultés que les entreprises rencontrent, comme son nom l'indique, pour se financer, en fait. Donc dans l'accès au crédit pour des projets de développement. Alors, je vais terminer avec un point un petit peu plus insolite, mais qui n'en reste pas moins très important. Ici, vous avez également un exemple de sondage. Alors, un sondage un petit peu différent, mais la technique reste la même. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser des analyses statistiques, si vous avez besoin d'indicateurs sur la forêt luxembourgeoise, eh bien, vous allez réaliser un inventaire phytosanitaire ici. Et comment ça va se passer? En fait, on va construire on va mailler d'une certaine façon l'espace et on va sélectionner des mailles dans lesquelles on va collecter de l'information. Et ensuite, cette information collectée dans les différentes mailles va être extrapolée pour produire des informations statistiques. Donc là, bon, je vous ai mis cet exemple, bon, il est plus insolite, mais c'est aussi une technique de sondage. Alors là, on ne parle pas de ménage, on ne parle pas d'entreprise, mais la technique, dans ses fondements, reste la même finalement. Un autre exemple, bon là c'est un exemple français, c'est notamment pour calculer, pour estimer plutôt les effectifs des populations animales. Donc ici par exemple le loup, on va utiliser aussi des techniques de sondage. Voilà. Bon, l'exemple est assez plus insolite, mais dans la suite de ma présentation, je me limiterai à parler des ménages et des entreprises. Donc les deux types d'unités qui sont principalement analysées, donc pour lesquelles on collecte de l'information via des sondages. Mais voilà, je voulais juste vous montrer qu'on peut également réaliser des sondages pour ce type d'analyse. Donc, quels sont les atouts? Bon, ils sont finalement assez connus. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a inventé des sondages? Bon, pour réduire les coûts et les délais de production, notamment en comparaison du recensement, qui au Luxembourg est réalisé tous les 10 ans. Les sondages permettent aussi de collecter dans un même corpus de données une très grande quantité d'informations. Et ça, c'est quelque chose qui a une très grande valeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas collecter un nombre limité de données, mais vous allez collecter tout un corpus, et cela, vous voyez, toute une batterie d'analyses, et notamment de décrire des modèles dans lesquels vous allez chercher à prédire certaines caractéristiques en fonction d'autres. Et ça, c'est quelque chose que les sondages permettent via la richesse de ce corpus. Un troisième atout, c'est que les sondages permettent de décrire et d'analyser les inégalités au sein d'une population. Donc, tous les aspects de distribution peuvent être traités via les sondages. C'est notamment quelque chose qui n'est pas possible si on se base seulement sur des statistiques macroéconomiques. Une statistique macroéconomique va donner un aperçu global, mais ne va pas vous donner le détail, la répartition au sein de la population. Donc là, vous avez une vraie valeur ajoutée qui est apportée par le sondage. Et le quatrième point, alors je vais m'en expliquer. Le sondage permet d'atteindre une très bonne précision des statistiques des résultats, malgré le fait que l'on collecte des données sur un échantillon. Alors, c'est peut-être un peu contre-intuitif, c'est pour ça que je vais un tout petit peu insister là-dessus. Alors, ce schéma, il est un peu théorique, je vous le dis tout de suite, mais je pense qu'il illustre quand même bien la problématique. En fait, à droite, vous avez la situation du sondage, et à gauche, vous avez celle d'un recensement, c'est-à-dire d'une collecte exhaustive. Un recensement, comme c'est une collecte exhaustive, cela ne va pas générer d'erreur parce que vous collectez de l'information sur l'ensemble de la population.
alors qu'un sondage va le faire. Mais le risque, je parle bien de risque, hein, je ne dis pas que ça se produit, mais le risque avec des collectes à grande envergure, c'est que vous avez toute une série d'autres sources d'erreurs qui peuvent apparaître. C'est-à-dire notamment des erreurs de mesure ou des erreurs liées à des présences de données manquantes. Et ces erreurs, c'est ce qu'on appelle justement, alors c'est ce qui est indiqué sur le graphique, sur l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle des non-sampling errors, c'est-à-dire des erreurs de non-échantillonnage. Donc tout ce qui n'est pas dû au fait de tirer un échantillon est appelé une erreur de non-échantillonnage. Et ces erreurs, avec un recensement, elles courent le risque, encore une fois, je pèse mes paroles, hein, elles courent le risque d'être plus importantes qu'avec un sondage. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une charge de travail qui est beaucoup plus lourde. Donc, fort logiquement, le risque est plus élevé. Alors, bien entendu, dans la pratique, quand vous concevez un recensement, vous organisez pour faire en sorte et pour conserver ces erreurs à un niveau le plus bas possible, mais le risque existe. Tandis qu'avec un sondage, c'est ce que vous voyez donc à droite, sur la barre verticale, le niveau de ces erreurs est en principe plus faible. Et donc finalement, quand vous faites la somme de ces erreurs, eh ben, vous arrivez à une situation où le sondage ne se comporte pas si mal, en fait, vis-à-vis du recensement. Alors, il ne va pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de recensement, ce n'est pas ça, mais le sondage, le pari qui est derrière, en fait, quand on fait un sondage, c'est que finalement, à partir du moment où on limite la charge de travail, parce qu'on collecte moins d'informations, eh bien, on peut espérer réduire toute une batterie d'erreurs, et notamment tout ce qui est des erreurs de non-échantillonnage, et donc finalement ne conserver que ces erreurs d'échantillonnage. Et donc globalement, là, vous allez avoir quelque chose qui peut assez bien marcher. Voilà, je voulais vous montrer ce schéma. Bon, il est intéressant et il faut le garder en tête, parce que finalement, les concepteurs du sondage avaient un petit peu cette hypothèse en tête et faisaient un peu ce pari d'avoir des erreurs qui sont limitées. Voilà, donc je vais finir cette partie introductive sur ce point-là. Maintenant, je voudrais revenir au Luxembourg. Alors, j'ai tenté, c'est pas évident, mais j'ai tenté de dresser un panorama des enquêtes qui sont réalisées au Luxembourg. Et en fait, comme vous le voyez, quelle est la situation luxembourgeoise? Comment est-ce qu'on peut la résumer? C'est que finalement, le Luxembourg, c'est un petit pays, mais c'est un pays dans lequel vous avez énormément d'enquêtes. Alors, je vais essayer de les décrire. La première catégorie que vous voyez en haut, alors j'ai appelé ça les enquêtes publiques régulières. Donc, de quoi s'agit-il? Ce sont en fait des enquêtes à grande échelle qui sont conduites par les acteurs étatiques ou habilités. Donc, on va parler du Statec, on va parler de la Banque centrale de Luxembourg, mais on peut parler aussi de la direction de la santé, on peut parler des ministères, on a aussi, par exemple, j'avais en tête l'exemple du service d'économie rurale qui produit des statistiques, je crois, sur les exploitations agricoles. Donc, toutes ces organisations réalisent régulièrement ces enquêtes, et qu'est-ce qui caractérise ces enquêtes? C'est que ce sont souvent des enquêtes d'intérêt public et qui ont pour but de produire des statistiques robustes et solides pour guider la prise de décision. Et donc, c'est pour cela que ces enquêtes sont souvent encadrées par des lois et des règlements qui leur garantissent une solidité méthodologique ainsi qu'une transparence et quand même aussi qui permettent de garantir la protection des données des individus. Je reviendrai ensuite, je vous donnerai des exemples pour le cas du Statec, mais donc ça, c'est la première catégorie de sondage que je voudrais mentionner. Alors, toujours en restant, si je reste dans le domaine des enquêtes publiques, je vais rajouter à cette couche une petite couche supplémentaire qu'on va appeler les enquêtes publiques ad hoc. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, ces organisations étatiques ou habilitées, en plus de ces enquêtes publiques régulières, elles sont parfois amenées à réaliser des petites enquêtes ad hoc qui viennent en complément de ces grandes enquêtes. Alors, je peux vous donner un exemple. Le ministère du Logement avait réalisé une enquête sur le logement abordable. Ou par exemple, à l'époque de la crise sanitaire, le Statec avait
travaillé avec la société ILRES pour produire assez rapidement un certain nombre d'indicateurs sur l'impact de la crise sanitaire sur la population. C'était une enquête plus restreinte qui avait pour but, de produire rapidement des données qui pouvaient être exploitables. Et donc, ces enquêtes, elles répondent surtout à des questions de nature conjoncturelle. Donc, on n'est plus sur des problèmes structurels, mais plutôt des questions conjoncturelles. Alors, le troisième groupe d'enquêtes que j'ai défini, c'est ce qu'on va appeler des enquêtes académiques. Donc là également, vous en avez beaucoup au Luxembourg parce que le Luxembourg dispose d'un secteur universitaire assez dynamique, il faut le dire. Et ce secteur universitaire réalise des enquêtes qui ont plutôt pour but d'approfondir un certain nombre de questions d'ordre scientifique. Alors, c'est parmi ces organisations scientifiques, on peut citer par exemple le LISER, on peut citer le LIH pour les statistiques de la santé, ou par exemple le LIST pour les sciences et la technologie. Mais j'en oublie certainement d'autres, vous en avez beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces enquêtes? En fait, au niveau scientifique, ce sont souvent des enquêtes de très très bonne qualité, parce que ce sont des enquêtes souvent pilotées par des consortiums de chercheurs qui mettent en place des standards scientifiques rigoureux. Donc, au niveau de la qualité, ce sont des enquêtes qui sont souvent tout à fait bonnes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En revanche, le principal problème de ces enquêtes, il est plutôt d'ordre pratique. C'est que comme ce sont des enquêtes qui n'ont pas de base légale, leur pérennité est parfois mise en danger. C'est-à-dire que pour des raisons budgétaires, ces enquêtes peuvent ne pas se faire. Ou alors, leurs objectifs peuvent être revus à la baisse. Mais là, ce ne sont pas évidemment des considérations d'ordre scientifique qui jouent, ce sont des contraintes purement d'ordre budgétaire. Là encore, je vous donnerai des exemples de ces enquêtes dans le slide suivant. Et puis, le quatrième point, ce sont tout ce qui ne tombe pas dans les trois catégories que citées précédemment. Je vais appeler ça les enquêtes privées, c'est-à-dire donc ce sont toutes les études commanditées par des clients privés auprès de sociétés commerciales qui sont spécialisées dans le domaine des sondages. Donc, ce sont des études, en fait, qui ont pour but de fournir des résultats rapides, très brève échéance, et souvent pour un coût relativement modeste. Donc, pour ces études, la question des délais est très, très importante. Après, les sujets sont extrêmement hétérogènes. Là, on est sur une catégorie extrêmement hétérogène dans laquelle on va couvrir de très vastes sujets au gré des demandes des clients. Voilà, bon. Donc ici, donc là, je m'adresse évidemment aux personnes hors Statec, puisque celles du Statec les connaissent déjà. Ici, je vous ai mis les exemples des enquêtes sur les ménages qui sont réalisées par le Statec. Donc, vous voyez que, on en a quand même déjà un certain nombre. Donc là, je parle vraiment des enquêtes régulières. Donc, ces enquêtes, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre portail Internet. Pour les enquêtes entreprises, il y en a encore plus, à des fréquences diverses, annuelles, mensuelles, quadriennales. La liste est longue. Et vous voyez surtout les thématiques qui sont couvertes sont extrêmement variées. On va parler de sport, on va parler de TIC, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses diverses. Et tout ça, c'est traité via des sondages. Alors, d'autres exemples. La liste, là encore, n'est pas exhaustive. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, la Banque centrale du Luxembourg, réalise 3 enquêtes. Donc, une enquête de conjoncture auprès des consommateurs. C'est celle qui apparaissait au début de la présentation, là, dans la coupure de presse. Également, elle réalise une enquête auprès des banques sur le crédit bancaire. Donc ça, c'est une enquête qui cible les banques. Et elle réalise également une enquête sur le patrimoine et la richesse des ménages. Alors cette enquête, ce qu'il faut savoir sur cette enquête, c'est c'est une enquête européenne
qui est supervisée par la Banque centrale européenne. En fait. Donc, c'est une enquête qui est réalisée dans tous les pays de la zone euro. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez accéder à des tableaux comparatifs pour l'ensemble des pays avec des statistiques justement sur la question du patrimoine, de l'endettement. Alors, la direction de la santé, alors un autre exemple donc, que je vais évoquer, la direction de la santé réalise également des enquêtes. Alors, j'en ai mis 2 ici, mais je pense qu'il y en a d'autres, à mon avis. Mais ce sont 2 enquêtes importantes. Et les fameuses enquêtes académiques dont je vous ai parlé, alors je vous en ai mis 3 ici, 3 exemples. Donc, l'enquête sociale européenne, qui malheureusement, je pense, n'est pas réalisée au Luxembourg depuis maintenant pas mal de temps. Alors, pour ce qui est de l'enquête valeur, elle a été réalisée la dernière en 2020 au Luxembourg. Et une autre enquête qui est extrêmement riche, qui est l'enquête justement Share sur les pensionnés, en fait, donc sur les personnes, voilà, qui va cibler plutôt les personnes, en fait, alors pas pensionnées, mais qui va cibler les personnes de 55 ans et plus, avec des questions justement sur leur santé, sur leurs conditions de vie et autres. Et donc, Share est aussi un consortium académique, en fait. Mais c'est une enquête qu'on retrouve beaucoup et qui est beaucoup exploitée. Bon, la liste n'est pas exhaustive. J'ai un 4e exemple qui me vient en tête, qui est une enquête internationale sur la victimation et la criminalité en Europe, mais également à l'échelle mondiale. Voilà. Voilà. Alors, après cette longue digression, maintenant, je vais en arriver au cœur de la présentation. Et je vais évoquer donc un petit peu ces mythes et ces réalités qu'on raconte sur les sondages. Comme je vous ai dit, le but, c'est ni d'être laudatif en disant que les sondages sont quelque chose de parfait et infaillible, mais il ne s'agit pas non plus de les dénigrer. Le but, c'est d'être équilibré et de montrer finalement les forces et les faiblesses de l'instrument. Donc, le premier point que je voudrais évoquer, c'est la question du tirage de l'échantillon. Parce que finalement, quand on parle des sondages, et les critiques des sondages souvent mettent en avant la question de l'échantillon en expliquant que celui-ci n'est pas fiable, ou qu'il n'est pas représentatif, ou j'en passe. Alors, comment ça fonctionne? En gros, quand vous réalisez un sondage, vous avez 2 grandes familles d'approches pour sélectionner un échantillon. Vous avez l'approche qu'on va appeler probabiliste et l'approche qu'on va appeler empirique ou non probabiliste. Donc, c'est quoi l'approche probabiliste? Alors, c'est celle qui est utilisée par le Statec et on va dire par les producteurs de statistiques officielles. En fait, dans cette approche, c'est le hasard qui guide la sélection d'échantillons. Mais ce serait incorrect de ma part de m'arrêter à ça. Parce qu'en fait, un échantillon empirique, il est également guidé par le hasard. Ce qui caractérise l'approche probabiliste, c'est que c'est un hasard contrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire un hasard contrôlé? Ça veut dire qu'en fait, la probabilité, la chance, si vous voulez, qu'un individu, qu'une entreprise soit sélectionnée, on la connaît à l'avance. Parce qu'en fait, c'est nous qui la fixons, et lorsque nous sélectionnons l'échantillon, c'est nous qui imposons cette condition. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très différent d'une enquête, comme on le verra, d'une enquête sur le terrain, type quota, où finalement, la sélection va se faire au gré des appels. Là, avec l'approche probabiliste, on n'est pas du tout dans cette approche. Le mécanisme, on le connaît avant de réaliser l'enquête. Mais par contre, quelle est la contrepartie de ce type de tirage? C'est qu'évidemment, pour pouvoir être mis en œuvre, il faut disposer d'une liste exhaustive de l'ensemble des individus de la population. Alors, dans le jargon technique, on parle de base de sondage. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une base de sondage? En gros, c'est un registre de population ou un répertoire d'entreprise. Si vous voulez, le pendant pour la statistique d'entreprise. Et évidemment, on voit pourquoi cette
cette approche probabiliste, d'une certaine façon, il n'y a que la statistique officielle qui peut la mettre en œuvre, c'est qu'en fait, les accès à ces bases de sondage sont extrêmement contraints et dans la pratique, finalement, ce sont les organismes qui ont une mission d'intérêt public qui peuvent justifier l'accès à ces bases de sondage. Tandis que quand vous êtes une société privée, ça n'est pas possible. Ou alors, bon, peut-être qu'à exception, mais en principe, ça n'est pas possible. Donc, ça, c'est un point important et un point que je voulais souligner justement pour débunker une remarque qu'on voit souvent, qu'on reçoit souvent de la part des personnes. Il n'existe pas, quand on sélectionne un échantillon, de liste noire. Le Statec ne dispose pas de liste cachée ou de liste de volontaires que l'on contacte en priorité parce qu'on sait que cette personne, que cette entreprise sera plus encline à répondre, ou à l'inverse, que l'on ne contacte pas parce qu'on sait qu'il n'y aura pas moyen d'obtenir l'information. Cela n'existe pas, c'est une légende. C'est une légende. Ce que nous faisons ici, c'est utiliser essentiellement le registre national des personnes physiques pour les enquêtes ménages ou le répertoire des entreprises qui sont contrôlés. Alors pour le registre national des personnes physiques, ça n'est pas le Statec qui le gère, c'est le CTIE. Et donc c'est à partir de ces sources que nous allons tirer un échantillon selon un mécanisme contrôlé. Donc ça c'est un point important sur lequel je voulais insister et qu'il faut bien garder en tête. Alors maintenant, pour ce qui est de l'approche empirique, je vais dire un mot sur l'approche empirique. Donc, ce qu'on appelle un tirage empirique, finalement, c'est tout ce qui est non probabiliste. Bon, pour faire simple, on l'a rangé dans la case empirique. Donc, comment ça se passe quand on n'a pas accès à une base de sondage? On sélectionne un échantillon sur le terrain, on va dire, en faisant du mieux qu'on peut, c'est-à-dire en appliquant un certain nombre de consignes, de bonnes pratiques pour essayer autant que possible de mimer un tirage probabiliste. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire et malheureusement, cette solution reste quand même limitée, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à obtenir le même niveau, le même résultat, le même caractère probabiliste qu'avec un échantillon probabiliste tel que je viens de l'évoquer. Donc, pour ce qui est des approches empiriques, alors il y a 4 grandes méthodes utilisées. Donc, vous avez le tirage par quota. Alors, celui-ci, il est assez connu, en fait. C'est ce qu'on peut utiliser, par exemple, dans des sondages d'opinion. Donc, on va dire, l'échantillon, il reproduit exactement un certain nombre de structures que l'on observe sur la population. Donc, on va vous dire, il reproduit les structures par âge, par genre, par nationalité ou par critères géographiques. Donc, ce qu'on observe sur la population, on va l'avoir sur l'échantillon. Donc ça, c'est la première catégorie. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage de volontaires. Alors, comme son nom l'indique, c'est un appel au volontariat pour participer à des enquêtes. Vous avez également ce qu'on va appeler l'échantillonnage de convenance. Alors ça, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que l'échantillonnage de convenance, c'est véritablement, en termes de qualité, très critiquable, puisqu'en fait, en gros, vous allez vers ce qu'il y a de plus près, en fait, si vous voulez. Donc, vous ne faites même pas véritablement d'efforts, vous allez au plus simple, et quand vous arrivez à trouver une personne, une unité qui peut être interrogée, vous l'interrogez. Mais en termes de qualité, ça reste quelque chose qui est critiquable. Et puis, le quatrième type de tirage, c'est ce qu'on va appeler le tirage boule de neige. Alors, celui-ci, le nom est assez évocateur, parce qu'en fait, on va l'utiliser quand, par exemple, on veut cibler des populations rares, c'est-à-dire si vous voulez réaliser une étude spécifique sur certaines nationalités ou par exemple des groupes de personnes qui sont atteintes d'une certaine maladie ou des groupes de personnes qui ont des pratiques, je ne sais pas, des hobbies particuliers, vous allez en fait essayer de trouver une ou deux personnes qui sont dans ce groupe et ensuite ces personnes vont vous donner un réseau que vous pourrez contacter de personnes qui sont dans la même catégorie, en fait. Et ensuite, donc, vous contacterez ces personnes et elles-mêmes vous donneront un réseau. Et ainsi, vous allez obtenir, d'où le terme de boule de neige, la boule de neige va grossir et ainsi, de proche en proche, vous allez pouvoir construire un échantillon.
Donc ce type de tirage, on l'utilise vraiment pour ce type d'études, c'est-à-dire quand on veut cibler des populations rares. Alors, je vais vous dire un mot sur la question de la représentativité. Alors, voilà. Alors, on entend souvent parler de représentativité. C'est un terme qu'on utilise et même qu'on a tendance à surutiliser, c'est-à-dire l'échantillon, il est représentatif. Bon, fermé le banc, il n'y a plus rien à dire. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que la représentativité? C'est un concept qui n'est en fait pas dans la littérature scientifique, c'est un concept qui est finalement assez peu utilisé. C'est un concept qu'on va beaucoup utiliser dans la pratique, mais si vous lisez des articles scientifiques ou académiques qui traitent des questions de sondage, d'échantillonnage, vous allez assez peu trouver ça. En gros, vous avez deux approches pour la représentativité. La représentativité, vous avez une première façon de la définir, en gros, c'est l'approche qui est utilisée dans la méthode des quotas. Alors, je vous ai expliqué, la méthode des quotas, elle permet de reproduire, elle cherche à reproduire sur l'échantillon un certain nombre de caractéristiques observées sur la population. Et à ce titre, souvent, les personnes qui réalisent des quotas vont déclarer que leur échantillon est représentatif et donc qu'il est fiable et qu'on peut l'exploiter. Donc ça, c'est en effet, c'est une façon de définir ce qu'on va appeler la représentativité. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette définition, elle est correcte, mais elle est limitée. Pourquoi est-ce qu'elle est limitée? Puisqu'en fait, il est facile de comprendre que la représentativité, dans ce cas précis, va s'appliquer aux variables, aux informations sur lesquelles les quotas ont été basés. Donc, par exemple, évidemment, si vous avez des quotas par âge, par genre et par nationalité, vous pourrez dire en effet que votre échantillon est représentatif selon ces trois critères. Aucun problème. Vous pouvez étendre cela pour dire que la représentativité s'applique à des statistiques qui sont bien corrélées avec l'âge, le genre ou la nationalité. Ça passe encore, il n'y a pas de problème. Mais imaginez que vous vouliez utiliser cet échantillon pour étudier des choses un peu différentes. Si vous voulez analyser justement peut-être certains comportements sur le tourisme, sur l'Internet, sur la santé, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de possibilités. Il y a un risque que, à ce moment-là, le modèle sous-jacent, puisqu'en fait c'est un modèle, ne fonctionne plus. Ou disons que la représentativité soit plus critiquable. Donc, cette approche qui est utilisée reste, à mon avis, limitée. C'est ce que je viens d'évoquer ici. Alors, quelle est finalement la définition alternative, en fait? Je dirais pour un théoricien, un académique, en fait, ça va être beaucoup plus simple. En fait, on va déclarer qu'un échantillon est représentatif à partir du moment où, justement, où chaque unité dispose d'une probabilité, d'une chance fixe et connue à l'avance d'être tirée. Et donc, finalement, de quoi s'agit-il? Ça, c'est la définition d'échantillonnage probabiliste. Pourquoi, finalement, un échantillonnage probabiliste est représentatif? C'est qu'en fait, grâce à la théorie des probabilités, à toute la machinerie qu'il y a derrière la théorie des probabilités, on va pouvoir extrapoler cet échantillon et construire des estimations fiables et solides en tenant compte du mécanisme de tirage. Et en ce sens, on peut considérer que l'échantillon est représentatif. Alors, je vais quand même mettre une petite limite à ça, évidemment, à condition que la précision statistique, donc c'est-à-dire la taille d'échantillon, soit suffisante. Donc, on va quand même se placer dans un cadre où l'échantillon est suffisamment important. Évidemment, si vous sélectionnez 20 personnes de manière probabiliste, bon, vous pouvez, quand vous extrapolez, quand même critiquer. Et voilà, l'extrapolation, la qualité de votre extrapolation sera plus discutable. Mais à partir du moment où vous êtes avec une taille relativement convenable, on peut considérer que c'est représentatif. Voilà, donc on est vraiment
sur deux approches de la représentativité. Alors, la première approche qui, encore une fois, reste valable, mais limitée au cadre des variables de quotas et de tout ce qui est bien expliqué et bien interprété par les quotas. L'autre approche, celle que je vous ai évoquée, son intérêt, c'est qu'elle s'applique quelle que soit la variable d'intérêt. Donc ça, c'est aussi une force de cette approche. Voilà. Alors, un point juste, c'est qu'il faut quand même garder en tête que quand on parle de représentativité, ça n'est pas toujours un objectif à atteindre. Alors, je m'explique sur ce point. Je vous ai évoqué les sondages boules de neige. En fait, la représentativité, quand vous faites un sondage de ce type, le but, ce n'est pas forcément d'obtenir des estimations sur l'ensemble de la population. Votre objectif, c'est plutôt de sélectionner des personnes et d'arriver à les atteindre. Mais finalement, la question de la représentativité passe au second plan. Donc, dans certains cas de figure, la représentativité ne doit pas être forcément un dogme. Mais évidemment, quand on est dans le cas des enquêtes, des grandes enquêtes publiques régulières dont je vous ai parlé, évidemment qu'elles doivent être représentatives de par leurs utilisations. Alors, voilà. Alors, j'ai terminé sur ce point. Bon, je vais essayer d'avancer parce que je vois que l'heure tourne quand même. Alors, un autre point que je voulais évoquer, c'est la question de la taille. Alors, est-ce que la taille d'un sondage est toujours synonyme de bonne qualité? Alors, là encore, c'est quelque chose qui peut peut-être paraître contre-intuitif. Je ne sais pas, vous pourrez me le dire dans le chat. En fait, alors, un sondage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est soumis à toutes sortes d'erreurs. Un sondage, ça reste une estimation de la réalité. On ne produit pas le chiffre exact et parfait. Ce chiffre, il est soumis à des erreurs, et donc, ces erreurs, elles peuvent avoir soit un caractère systématique, c'est ce qu'on va appeler le biais. Alors, c'est ce que vous voyez, c'est ce que j'ai illustré avec la cible. Bon, ça, c'est l'illustration assez classique de la différence entre le biais et la variance. Donc, soit systématiquement, vous êtes biaisé, ou alors, ces erreurs peuvent avoir un caractère plus aléatoire. C'est ce qu'on va appeler dans le jargon la variance. Et donc, en fait, alors ça, j'ai évoqué cette question des erreurs d'échantillonnage et des erreurs de notre échantillonnage. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand vous prenez toutes ces erreurs entre elles, c'est finalement un équilibre assez fragile. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, oui, je vais augmenter la taille de mon échantillon, mais si vous augmentez la taille de votre échantillon, cela va avoir des impacts sur d'autres aspects de la collecte. C'est exactement l'exemple que je vous ai montré au début à propos du recensement. Et donc, le risque augmente d'avoir des erreurs de non-échantillonnage. Et donc, un sondage, si vous augmentez la taille de votre sondage, il va de soi qu'il faut garder à l'esprit que augmenter la taille sans adapter l'organisation peut avoir des effets contre-productifs. Et ça, voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc, en fait, on est sur cet équilibre instable. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va chercher, en fait, quand on fait une enquête? On va chercher un peu un équilibre coût-bénéfice. C'est-à-dire que, évidemment, que la qualité d'un sondage, c'est la précision statistique, c'est clair, mais il faut avoir une vision plus globale. La qualité d'un sondage, c'est aussi d'autres facteurs, par exemple la pertinence des données, l'actualité des données. Alors, ce que j'appelle l'actualité des données, c'est-à-dire en gros le décalage qu'il y a entre la date où on publie les données et la période à laquelle se rapportent ces données. C'est-à-dire que si vous publiez en 2024 des données qui se rapportent à 2020, elles n'ont plus beaucoup d'intérêt. Vous comprenez ça facilement. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Il faut prendre en compte les délais de production d'une manière générale, donc la charge que ça va impliquer. Et évidemment, au-dessus de tout ça, ce qui chapeaute tout ça, c'est le coût global de l'étude. Donc finalement, un sondage, ça reste une opération lourde qui doit faire vraiment l'objet d'une réflexion et d'une planification si l'on veut espérer atteindre la meilleure qualité possible, sous la contrainte des ressources qui sont disponibles. Les ressources sont limitées. Vous avez des ressources humaines qui sont limitées, vous avez des ressources budgétaires qui sont limitées, et vous avez un temps qui est limité. Souvent, vous devez produire des résultats dans une certaine fenêtre de temps. Et donc, tout ça, il faut l'intégrer. Et donc, il faut évidemment
que la précision statistique est importante, mais il faut essayer de s'élever un tout petit peu au-dessus de ça et de voir ça d'une manière un peu plus globale et de se dire que peut-être, dans certains cas de figure, on peut sacrifier un peu de précision, mais à la sortie, on aura une collecte réalisée beaucoup plus rapidement, dans de bien meilleures conditions, dans laquelle les erreurs seront plus faibles. Voilà, alors, le troisième point que je voudrais évoquer, là aussi, c'est quelque chose c'est une critique qu'on peut entendre. Est-ce qu'on peut influencer les résultats d'un sondage? Alors, la réponse, elle est claire, en principe, oui. Je vais vous le dire, en principe. Hein, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. J'ai noté trois échelons où les sondages peuvent être influencés. Donc, la sélection de l'échantillon, ça j'en ai parlé, la formulation des questions, qui peut clairement influencer les réponses, et ce qu'on va appeler le calcul des pondérations, c'est-à-dire en fait l'extrapolation qui est faite. Alors, ces risques existent, ils sont connus, mais dans la pratique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe des pare-feux à cela. Donc, je vous en ai mis 4, mais il y en a d'autres. Et il est clair que tout concepteur d'enquête doit les avoir à l'esprit et, si possible, les activer pour justement éviter et réduire autant que possible ce risque d'influence des résultats d'un sondage. Donc, je vous en ai mis 4. Bon, le recours au tirage probabiliste, ça j'en ai parlé. Des tests sur la compréhension des questions via des groupes de discussion, des entretiens cognitifs. Également le recours aux bonnes pratiques, parce qu'il y a dans la littérature scientifique toute une masse de production autour d'articles, de papiers autour de la formulation des questions. Et aussi, puisqu'on parle des pondérations, alors c'est-à-dire les coefficients d'extrapolation, en fait, on peut contrôler ces pondérations pour limiter la présence et l'impact de valeurs influentes. Donc ces pare-feux, il faut les activer. Un point que je voulais mentionner sur les redressements. Là aussi, on en parle beaucoup, des redressements. On en parle beaucoup, mais souvent dans des cadres dans des contextes qui ne sont pas les mêmes, en fait. En fait, qu'est-ce qu'on va appeler redressement? Un redressement, c'est, d'une manière générale, toute technique qu'on peut mettre en œuvre pour corriger les déséquilibres d'un échantillon afin de le rendre plus, entre guillemets, représentatif. Donc, je vous ai mis l'exemple dont on parle souvent et qui est souvent utilisé pour critiquer les sondages, qui est l'exemple des sondages d'intention de vote. Parce que dans ces sondages, en fait, on va redresser certaines intentions de vote en utilisant les votes effectifs au cours des scrutins antérieurs. Et pourquoi on fait ça? C'est essentiellement dans le cas de votes extrêmes, de votes que l'on n'a pas envie d'avouer, pour éviter justement la sous-déclaration. On va procéder à ces redressements. Alors, ce sont des techniques qui sont fondamentalement empiriques. Mais ce sont des techniques qui restent nécessaires. Parce que sans les redressements, les données brutes seraient totalement inexploitables. Donc, il n'y a pas vraiment de choix à faire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de redressement, il existe aussi un cadre théorique rigoureux autour des techniques de redressement qu'on utilise dans le cadre de caractéristiques objectives. Et comment ça va se passer? Alors, c'est ce qu'on utilise au Statec. On va ajuster les pondérations. Donc, ce que j'appelle les pondérations, ce sont les coefficients d'extrapolation, afin que l'échantillon reflète exactement certaines caractéristiques de la population. Donc, en fait, on va jouer sur les coefficients d'extrapolation pour améliorer la représentativité, toujours, entre guillemets. Moi aussi, je l'utilise de l'échantillon. Mais là, donc, pour cette méthode, vous avez un cadre, finalement, qui est rigoureux et pour lequel vous pouvez trouver beaucoup d'articles. Vous avez une base théorique qui est importante. Voilà, donc, bon, je vais pas insister là-dessus. Donc, les redressements, ils sont nécessaires, malgré tout, ça, je veux bien le dire. Et il faut éviter, ça, c'est une erreur qu'on peut faire quand on redresse, il ne faut pas sur-redresser. C'est le troisième point ici, dans un but purement cosmétique. C'est-à-dire qu'il est important, quand vous faites des redressements, de bien utiliser des informations en lien avec l'enquête. Sinon, vous allez générer de la volatilité. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Alors, le quatrième point,
c'est l'avant-dernier, ensuite j'en aurai terminé. Donc un mot sur les sondages en ligne. Donc avec l'essor de l'Internet, évidemment, le paysage des sondages a été quelque peu changé. Et on a donc envisagé maintenant la mise en place de sondages en ligne en remplacement de modes de collecte beaucoup plus classiques, comme le face-à-face, le papier ou encore le téléphone. Néanmoins, les sondages en ligne cachent des réalités différentes qu'il faut là encore avoir en tête. Parce que souvent on parle d'enquête en ligne, mais on ne parle pas toujours de la même chose. En fait, il y a deux cas de figure. Internet peut être utilisé comme un outil de recrutement pour les participants à des études. Donc, par exemple, vous pouvez avoir sur les sites Internet, vous pouvez trouver des sortes de bannières qui vont vous inviter à fournir des informations personnelles et qui vont chercher à vous recruter pour telle ou telle étude, concours ou j'en passe. Donc, c'est une approche qui marche bien pour des études rapides et à bas coût, mais qui est clairement très discutable en termes de fiabilité si l'on veut produire des statistiques sur l'ensemble de la population. Mais ça, ce sont des sondages en ligne. Le deuxième cas de figure, ce sont et c'est celui qu'on utilise au Statec, donc ça va être en fait, on va utiliser Internet non pas comme un mode de recrutement, mais comme un mode de collecte. Donc on va continuer en fait de sélectionner nos échantillons de manière probabiliste, de manière à leur garantir une bonne représentativité, mais la collecte des données va, elle, être réalisée par Internet. Voilà. Donc aujourd'hui, le web s'est véritablement imposé dans la statistique publique, mais comme mode de collecte, je précise. Donc les avantages, bon, ils sont connus. Le coût est plus faible, donc c'est ce que je mentionne ici. Les enquêteurs ne sont pas présents et donc ne peuvent pas influencer les réponses. Les sondages en ligne également offrent une plus grande flexibilité aux individus pour répondre au moment qui leur convient le mieux. Donc vous n'êtes pas tenu de répondre au moment où l'enquêteur sonne à votre porte, ce qui est évidemment intéressant. Et on peut, grâce aux technologies digitales, développer des supports, des outils de collecte en ligne qui soient interactifs et finalement plus efficients pour expliquer aux personnes les questionnaires et les convaincre de répondre. Mais cet outil n'est pas une panacée. Pourquoi? Parce que les compétences digitales des personnes restent inégales, et notamment chez les catégories les plus âgées. C'est-à-dire que les répondants par Internet possèdent un profil spécifique. Donc là, je vous ai mis une coupure de presse qui est sortie il n'y a pas longtemps dans Paperiam, où on disait justement que seulement 60% des personnes au Luxembourg avaient les connaissances numériques nécessaires. En fait. Voilà. C'était des chiffres qui étaient tirés de la base d'Eurostat. Voilà. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que le sondage par Internet, finalement, avec l'absence d'enquêteurs, peut poser des difficultés dans la pratique si jamais le questionnaire présente des difficultés, des déficiences ou si des bugs informatiques apparaissent. Et donc, ce qu'il faut, quand on développe une enquête en ligne, c'est véritablement tester le questionnaire, tester le protocole de manière soigneuse, très rigoureuse, et prévoir tout au long de la collecte, évidemment, un support en cas de problème. Alors, un point sur aujourd'hui, avec les technologies digitales, on développe ce qu'on appelle des enquêtes, on va vers des enquêtes dites intelligentes. Alors, en anglais, on parle de smart survey. Donc, on voit apparaître ce type d'enquête qui va utiliser des technologies numériques avancées pour la collecte des données et qui va également, en plus, exploiter des algorithmes de data science pour l'analyse et l'exploitation des données. Donc, je vous ai mis deux exemples ici. Donc, notamment, on peut citer la collecte via smartphone d'informations sur la mobilité, ou par exemple l'utilisation de capteurs pour mesurer l'activité physique des personnes ou encore leur état de santé. Donc, ce sont des enquêtes évidemment très intéressantes qui présentent un véritable intérêt. Mais elles posent des difficultés dans leur mise en œuvre, notamment au niveau des développements et aussi au niveau de la protection des données personnelles. Alors, les réseaux sociaux, est-ce que la question s'est posée avec l'essor des sondages en ligne? Est-ce qu'on peut utiliser les données tirées des réseaux sociaux? Alors, la réponse, clairement,
pour des sondages, ça me semble difficile, pour des sondages représentatifs, j'entends bien, représentatifs. C'est difficile, pourquoi? Parce que la couverture est très mauvaise. Vous avez notamment les données d'une enquête, de l'enquête du Statec ont indiqué qu'au moins de 20% de la population résidente utilise X Twitter et 58% utilisent Instagram. Donc vous êtes très loin des 100% de la population. Alors, il y a également avec les réseaux sociaux des problèmes d'accès aux données à cause de coûts, de barrières légales. Il y a également des problèmes de stabilité dans la durée, c'est-à-dire que demain, vous ne savez pas ce que va devenir Facebook, X ou d'autres. Et quand même aussi des problèmes de qualité qui restent quand même importants, c'est-à-dire que vous avez des faux comptes, vous avez des données qui peuvent être manquantes ou erronées. Donc, pour des sondages représentatifs, je dirais non, mais je vous ai mis cet exemple qui avait été, je crois, de mémoire réalisé par les collègues de la division recherche, où ils avaient exploité justement des données de tweets pour des analyses de sentiments, en fait, voilà, pendant la période de la crise pandémique. Donc là, on était dans un cadre hors sondage, mais voilà, il y a malgré tout des applications qui peuvent être envisagées. Bon, la protection des données personnelles, c'est un enjeu, c'est le dernier point. Donc ça reste évidemment, et notamment avec l'émergence du règlement général sur la protection des données, c'est un point qui est évidemment essentiel et que le Statec, évidemment, intègre dans ses enquêtes et respecte lorsqu'il collecte des données à caractère personnel. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, comment ça se passe dans la pratique, c'est que le Statec utilise les informations personnelles pour la collecte, parce que c'est une information qui est indispensable. Si vous voulez contacter une personne, vous avez quand même besoin de connaître son nom, son prénom et son adresse. Mais c'est une fois la collecte terminée, ces informations sont supprimées. Donc, il faut que les personnes qui ont été enquêtées se rassurent. Une fois la collecte terminée, nous conservons des données anonymisées dans nos bases de données. Nous n'avons d'ailleurs, en fait, et c'est le dernier point, en fait, il ne faut jamais oublier que nous n'avons aucun intérêt aux informations individuelles percées, c'est-à-dire en soi. Ce qui nous intéresse simplement quand on collecte des informations sur une personne, c'est l'extrapolation qui va ensuite. C'est ça qui nous intéresse, c'est finalement quel est le caractère, le pouvoir représentatif de cette personne. Donc, nous n'avons aucune raison de conserver ces infos. Voilà, je vous ai mis un exemple ici de notice que l'on envoie aux personnes. Donc, c'est quelque chose que l'on joint à nos courriers pour rappeler, en fait, aux personnes interrogées quels sont leurs droits en matière de protection des données. Voilà, alors je vais terminer. Bon, je pense que je vais tout de suite sauter à la conclusion. Ça sera peut-être... Voilà. Donc, après avoir dit tout ça, est-ce qu'on peut dire finalement que les sondages sont condamnés? Alors ça, en l'état actuel, la réponse semble clairement non. Alors, cette question a été posée. J'ai assisté à des réunions, notamment au niveau Eurostat, où on a vu des personnes s'emballer à l'idée que le big data pourrait remplacer les sondages. Dans l'état actuel, ça reste malheureusement difficile malheureusement pour ces personnes, j'ai envie de dire. Les sondages restent une source d'informations statistiques de bonne qualité et surtout, elles permettent de traiter des thématiques qui sont inaccessibles via d'autres sources. Par exemple, si vous prenez l'indice des prix à la consommation, je vous donne cet exemple, dans son calcul, il utilise des informations sur la consommation des ménages qui ne peuvent être obtenues que par sondage. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Peut-être que dans 10 ans, d'autres sources émergeront, si. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autre solution et les autres pays d'Europe font la même chose que nous. En outre, le sondage permet aussi d'aborder des thématiques d'explorer des thématiques beaucoup plus subjectives, notamment sur les perceptions, les attitudes. Et il y a un lien fort entre les perceptions et notamment certaines attitudes, certaines décisions au niveau économique. C'est-à-dire que la passerelle entre les données subjectives et les données objectives existe. Donc, quand vous faites de l'analyse macroéconomique, vous devez aussi tenir compte de ces éléments. Et il n'y a que des sondages qui peuvent les faire. Et puis enfin, voilà, donc je vous ai dit, ça je vous l'ai dit au début,
Pour les agrégats, les enquêtes restent une pierre à l'édifice. Voilà. Et finalement, je terminerai juste sur cette remarque. Bon, il n'y a jamais de solution idéale. Je crois que toutes les sources, y compris les nouvelles sources numériques, elles ont évidemment des potentialités très fortes, mais elles ont aussi des faiblesses. Je les ai évoquées au cours de ma présentation. Donc la solution idéale n'existe pas. Il faut plutôt mobiliser toutes les sources possibles et exploiter les avantages et les faiblesses de chacune afin d'obtenir le mélange qui soit le plus robuste et le plus fiable possible. Voilà, j'ai été un peu long, mais je vous remercie de votre attention, si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question. Ouais. Alors, peut-être on peut. Nous avons une question en ligne. Pouvez-vous expliquer comment vous procédez très concrètement pour redresser les sondages lorsqu'il y a un risque que les sondés ne répondent pas en toute honnêteté? Vote extrême, question plus intime, etc. Merci. Alors, sur le vote extrême, là, je vais tout de suite voter en touche. Je réponds tout de suite ou on attend? Oui, tu peux. Donc, sur le vote extrême, je vais tout de suite voter en touche puisque le Statec ne réalise pas de sondage sur les votes et sur les intentions de vote. Mais je peux dire quand même sur les redressements. Alors ça, je l'ai évoqué au cours de la présentation. Quand on redresse les échantillons, on joue en fait sur les coefficients d'extrapolation, donc ces fameuses pondérations que j'ai évoquées, pour faire en sorte que notre échantillon représente plus fidèlement la population. Ça, c'est l'approche qui est utilisée au Statec et c'est l'approche qui est utilisée dans la statistique publique. Donc, c'est une approche robuste, solide et qui est fondée théoriquement. Après, pour ce qui est des sondages d'opinion, bon, comme je l'ai indiqué, ce sont souvent des méthodes empiriques et qui sont même souvent secrètes, puisqu'en fait, les instituts privés en font une sorte de chasse gardée et ne divulguent pas ces informations. Donc, ce sont même des méthodes qui peuvent changer d'un institut à l'autre. Donc, je pense dans ces conditions, je ne peux pas véritablement répondre plus sur ça. Alors, j'en ai encore une en ligne. Vous arrive-t-il en cours d'enquête de constater qu'un échantillon défini ne correspond pas vraiment aux besoins? Alors, en principe, un échantillon, et ça c'est l'avantage de ce tirage probabiliste que j'ai évoqué, c'est que quelle que soit l'information que l'on veut étudier, finalement, on peut extrapoler. Donc cet échantillon est exploitable et peut être extrapolé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut également ajuster. Alors ça, je ne l'ai pas évoqué parce que bon, ça aurait été aller un peu loin, mais je veux dire, on peut également, au stade du tirage de l'échantillon, tenir compte, intégrer des éléments auxiliaires pour mieux représenter certaines choses, mieux représenter certaines variables et certaines informations. Ça, c'est possible et donc, en fonction des besoins, on peut le faire. Mais en l'état, bon, si je reviens au tirage probabiliste, il est par essence, finalement, il répond aux besoins. C'est ça sa force, en fait. Donc, ouais. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. Après, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, hein, n'hésitez pas. Merci. Ah. Formidable. Moi, je voulais revenir un peu sur les enquêtes en ligne. Pour le Statec, effectivement, utiliser l'outil Internet, ça permet de gagner du temps d'encodage et peut-être de limiter les erreurs à l'encodage quand on a des écritures qui ne sont pas très, très lisibles. Mais est-ce que ça n'augmente pas également le taux de non-réponse? Et selon toi, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour ne pas avoir une augmentation des taux de non-réponse? Comme tu disais, par rapport aux enquêteurs qui sont en face de toi, tu te sens un peu obligé de répondre à la question et d'avancer, alors que quand tu es face à ton ordinateur, tu peux passer à la question suivante. Donc peut-être, merci Olivier
Cette remarque, alors, bon, là je ne l'ai pas évoqué parce que, bon, il fallait mettre un certain nombre de limites à cette présentation, mais oui, le point que tu mentionnes est juste, c'est-à-dire que l'Internet n'est pas la panacée. Ça, je l'ai mis clairement, je l'ai mis dans la présentation. Ça n'est pas une arme magique qui va solutionner tous nos problèmes. Et en effet, la question du taux de réponse et aussi la question de la qualité de la réponse peut se poser. Alors, elle ne se pose pas toujours. Cela dépend véritablement du sujet. Alors, je parle de mon expérience, par exemple. Nous avons une enquête sur les revenus, donc l'enquête SILC, l'enquête sur les revenus et les conditions de vie, qui est depuis 2022 réalisée. C'est quelque chose que nous ne faisions pas avant. C'était une enquête avant qui était réalisée en face à face, mais depuis 2022, nous nous sommes lancés dedans, avec quelques angoisses, je ne vous le cache pas, parce que c'est une enquête qui est quand même lourde, c'est une enquête qui est complexe, et on s'est vraiment posé la question de savoir si ce type d'enquête pouvait raisonnablement passer en ligne. Et en fait, on s'est rendu compte, je dirais, avec les retours de terrain qu'on a eus, que ça fonctionnait. Et les contrôles qu'on a réalisés sur les données ont montré que finalement, l'Internet, en termes de qualité, donnait quelque chose qui tenait vraiment la route face à des enquêtes, des modes de collecte face à face. Donc à ce niveau-là, pour moi, oui. Après, il y a d'autres exemples. Alors je peux vous donner un autre exemple que j'ai en tête, c'est par exemple l'enquête, c'est une enquête qu'on fait sur carnet en fait. C'est l'enquête budget des ménages dans laquelle on note ses dépenses. Et là, c'est plus compliqué, évidemment. Ça ne va pas vous surprendre. Si on vous demande de noter pendant 15 jours vos dépenses sur un carnet, on peut se dire que l'absence d'enquêteur risque de démotiver la personne et que finalement, les réponses que la personne va fournir vont perdre progressivement en qualité. Donc, je dirais, oui, voilà, ça dépend de l'enquête. Je pense que là encore, il faut aussi garder à l'esprit le sujet de l'enquête, qu'est-ce qu'on veut faire, et choisir le mode de collecte qui est adapté. Je veux dire, l'Internet n'est pas le mode idéal dans l'absolu. Il marche bien dans certains cas, dans d'autres cas, il est moins performant. C'est vraiment cette approche qu'il faut avoir en tête. Alors, dans la pratique, et je termine juste sur la question d'Olivier, donc en fait, ce qu'on fait au Stateg, je le dis aussi pour les personnes dans le chat, c'est que comme les populations qui répondent par Internet finalement ont des profils particuliers, en fait, afin de corriger cela, en fait, on combine une enquête par Internet avec une enquête par téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise une approche multimodale, en fait. Donc, on propose aux personnes soit de répondre par Internet, soit de répondre par téléphone. Et ainsi, en offrant tout un éventail de possibilités, on espère finalement que les personnes, quel que soit leur profil, arriveront à trouver leur bonheur. Donc ça, c'est vraiment l'approche qui est utilisée. Il est clair que l'enquête par Internet, et seulement par Internet, n'est pas une solution souhaitable, sauf vraiment dans des situations et dans des cas très particuliers. Voilà. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat. Donc, c'est tenez-vous compte du taux de réponse qui peut varier suivant la population étudiée et quel est un taux de réponse acceptable. Et après, nous avons une autre question, mais celle-là, je pense qu'elle n'a pas à voir avec le taux de réponse, donc je te laisse d'abord répondre à ces deux-là. Alors, sur le taux de réponse, un taux de réponse acceptable, alors je vais peut-être commencer par la deuxième. Le taux de réponse acceptable, je vais me baser sur la littérature. Il n'y a pas véritablement de critères théoriques qui a été défini pour dire qu'est-ce que c'est qu'un taux de réponse acceptable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre ce que c'est que la non-réponse et comment elle affecte en fait la qualité d'un échantillon. C'est pas le taux de réponse en soi qui pose problème. Le problème de la non-réponse, c'est qu'elle dégrade la représentativité de votre échantillon parce que vous avez certains groupes à l'intérieur de votre échantillon qui auront tendance à mieux répondre que d'autres. Et donc, après, à cause de la non-réponse, eh bien, finalement, les extrapolations dont vous parlez vont être rendues plus difficiles. Donc, et en fait, donc, cette histoire de sélectivité, finalement, n'est pas forcément liée au taux de réponse. Vous pouvez avoir un taux de réponse de 80%, mais avec avec des tendances particulières selon les groupes.
Et tandis que vous pouvez avoir un taux de réponse de 50% avec beaucoup plus avec quelque chose qui est beaucoup plus représentatif finalement. Donc, le taux de réponse en soi n'est pas une mesure suffisante. Il reste évidemment un indicateur, mais il faut aller au-delà. Il faut regarder vraiment comment nos réponses se répartissent. Alors peut-être pour revenir à la première question, donc juste pour expliciter un peu ce que l'on fait. Donc la non-réponse, elle est traitée en fait également. C'est-à-dire qu'on ne reste pas immobile face à la non-réponse. On fait quelque chose, on essaye de la corriger. Et notamment les problèmes que je vous ai mentionnés. Et donc pour cela, on effectue un peu sur le modèle des redressements que je vous ai évoqués, on effectue des corrections de pondération qui doivent justement permettre de corriger ces déséquilibres et de fournir des résultats qui soient beaucoup plus, qui reviennent un peu à une structure, qui ramènent l'échantillon à une structure plus fidèle en fait, plus lisse. Alors ça reste de la modélisation, ça n'est pas 100% parfait, c'est une solution approchée, mais c'est mieux que de ne rien faire. Donc, c'est quelque chose que nous faisons de manière systématique dans nos enquêtes. Donc ça, je tiens à le dire parce que, voilà, la non-réponse, on l'a subie sur le terrain, mais on ne reste pas inactif sans réponse. On essaye quand même de faire des choses. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois pas. Plutôt un commentaire. L'une des principales sources de biais d'échantillonnage est le fait que, bien que l'invitation soit aléatoire, ceux qui décident de répondre le font de manière non aléatoire. C'est la question de la non-réponse, en fait. Je pense que c'est exactement la problématique de la non-réponse. Donc ça, je viens d'y répondre. Mais comme je vous disais, on essaye vraiment de corriger cela, mais ça reste des solutions a posteriori qui sont des solutions basées sur des estimations et des modèles. Selon la thématique, tu as également accès aux sources administratives pour redresser ça. On peut également mobiliser les sources administratives, tout à fait. Il y a aussi des possibilités, notamment dans le cas du Luxembourg, on peut le faire aussi. Alors j'ai vu, oui, je reformule ma question, quel est un taux de réponse inacceptable? Bon, alors, si vous me dites qu'il y a 10% de répondants, je vous dirais oui, c'est difficile en effet de faire quelque chose, ou 5% de répondants. Après, voilà, je pense que je n'ai pas d'autre réponse à vous dire que, alors, je pourrais d'ailleurs vous montrer, même si ça vous intéresse, il y a des études là-dessus qui ont été faites qui montrent qu'il n'y a pas toujours de lien entre le taux de réponse et la représentativité. Donc ça, je pourrais l'indiquer. Hein. Après, sur la non-réponse, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'elle dégrade, elle réduit la taille de nos échantillons, donc la précision est évidemment détériorée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, ici ou dans le chat? Très bien. Très bien. Merci à vous. Merci à toi pour cette présentation. Merci à tous ceux qui sont venus. Vous allez retrouver l'enregistrement ainsi que les slides sur notre site et pour ceux qui sont internes, aussi sur notre site ou sur notre internet. Une bonne après-midi à tous et à bientôt. Merci à vous. Merci.